Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais saluer cette initiative d'abord autour de cette thématique. Pourquoi? Parce que c'est inédit. C'est inédit. D'ailleurs, je remercie le frère Faisal en l'occurrence et tous les frères qui sont à l'initiative de cette rencontre d'avoir proposé ce thème. Parce que, comme je le dis souvent, ce n'est pas un thème qui est facile à aborder, notamment dans notre communauté. Et en l'occurrence dans une mosquée. C'est pourquoi je dis que c'est presque inédit, c'est une bonne chose. Et j'espère que ces initiatives vont se multiplier parce que nous en avons besoin et on va essayer de le souligner, Inch'Allah, durant l'intervention. Donc cette introduction, cette initiation à la philosophie. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui est vaste, hein, mais en 40 minutes, on va juste essayer de donner quelques éléments de réflexion pour vous donner le goût, pour essayer de comprendre en fait ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce qu'on entend par philosophie, pourquoi les croyants ont cette appréhension par rapport à la philosophie, et pourquoi parfois elle est même diabolisée. Hein, quand on dit qu'on étudie la philosophie ou qu'on s'intéresse, ben, tout de suite il y a une forme voilà, de méfiance, hein, qui s'installe. Alors, je vais vous inviter dans un premier temps à faire un retour dans le passé et de voir la place qu'a occupée la philosophie dans l'histoire de l'islam. Vraiment dans les grandes lignes, en 40 minutes on ne peut pas faire toute l'histoire de la philosophie en terre d'islam, mais dans ces grandes lignes. Et après on va essayer de comprendre ce que c'est que philosopher. Qu'est-ce qu'on entend par là et que dit l'islam par rapport à l'acte de philosopher. On sait tous, et ça on l'a appris à l'école, au lycée en l'occurrence, en terminale, et c'est dommage que la philosophie commence aussi tardivement, en classe de terminale. La philosophie vient étymologiquement en grec, signifie tout simplement l'amour de la sagesse, c'est-à-dire l'aspiration à la sagesse. C'est-à-dire le philosophe est celui qui aspire à devenir sage. C'est ça, à proprement parler, la philosophie c'est d'abord ça, et c'est ainsi que les Grecs l'entendaient. C'est une aspiration à la sagesse. Et d'ailleurs, ce qu'on met rarement en évidence, c'est que les philosophes grecs, que ce soit Platon, Aristote ou les autres, associaient toujours à leur enseignement théorique des exercices spirituels. Il y avait dans l'académie de Platon, dans le lycée d'Aristote, dans le jardin d'Épicure, dans tous ces lieux, dans tous ces espaces, eh bien, il y avait l'enseignement théorique, mais ces enseignements étaient accompagnés d'exercices spirituels. Pour eux, pourquoi? Parce que la philosophie devait se vivre comme une sagesse, comme un art de vivre. Et donc elle venait répondre à la question, qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est vrai qu'avec le temps, la philosophie a pris, on va dire, a connu d'autres aspects, d'autres significations, d'autres définitions. Donc pour certains, c'est devenu de la pure spéculation froide, gratuite, déconnectée de la réalité. Ça, c'est une dérive, c'est un travers de la philosophie. Mais on ne réduit jamais une science à ses dérives. Ça, c'est ce que je répète souvent, ne jamais réduire une science à ses dérives. Alors pourquoi les musulmans, pourquoi en islam, il y a eu cette inquiétude, pourquoi il y a eu cette appréhension, cette diabolisation, d'où elle vient et qu'est-ce qui a fait que eh bien, la civilisation musulmane, à un moment donné de l'histoire, a tourné le doigt à la philosophie. Alors que c'est ce qui avait pendant longtemps assuré son prestige intellectuel dans le monde. C'est-à-dire que pendant des siècles, le monde musulman était le phare de l'humanité. Était le phare de l'humanité. Le calife al-Ma'moun, calife abbasside, et vous savez que les Abbassides, qui avaient leur capitale à Bagdad, en fait c'est surtout sous la dynastie abbasside que la philosophie a occupé une place importante et que les musulmans ont pu assurer leur prestige sur le plan international. Le calife al-Ma'moun par exemple, bien sûr avant la philosophie il y a eu tout un mouvement de traduction. C'est un mouvement qui est très important, ça veut dire que les Abbassides en l'occurrence, il y avait un engouement intellectuel. Un engouement, il y avait une soif d'apprendre, il y avait une espèce de curiosité, il y avait une vie intellectuelle. Dans la communauté musulmane, il y avait une vie intellectuelle. Les gens étaient assoiffés de science, de savoir, et donc on missionnait des gens pour aller chercher tel livre dans tel endroit. Et donc les califes aimaient s'entourer ou apprécier la compagnie des philosophes. La cour du prince, elle était constituée de médecins, de philosophes. Et c'est pourquoi? Parce que la meilleure arme, les califes considéraient que la meilleure arme, c'était celle du savoir. Alors même si on peut dire que
que ces califes en l'occurrence, on reviendra au cas de Ma'moun et d'autres, que ces califes s'intéressaient à la philosophie, à la science et qu'ils ont impulsé toute une aventure intellectuelle, c'était pour des intérêts politiques, c'était pour contrer tel pouvoir, telle idéologie, c'est possible, il y a des raisons de le croire. Mais même cela, ça montre que ces califes ont compris que la meilleure façon de faire face à des idéologies qu'on considère comme étant nocives, la meilleure arme, c'est celle de la science. Si vous considérez que telle idéologie nocive n'est pas bonne, eh bien il faut étudier pour la contrer. C'est ce que nous a enseigné. Donc même si cette science avait une connotation parfois politique, par exemple les Abbassides ont estimé à un moment donné très important eh bien, de traduire des livres, de faire appel à la raison. Et c'est pourquoi ils vont adopter plus sur le plan juridique l'école d'Abu Hanifa que celui de l'imam Malik. Le malikisme va plutôt trouver du soutien et refuge chez les Omeyyades andalous. D'accord, c'est là-bas qu'ils vont, parce qu'il y a encore une fois une espèce de conflit idéologique, hein, ça s'inscrit dans le contexte, bon tout ça on y reviendra Inch'Allah. Donc ils adoptent l'école sur le plan juridique d'Abu Hanifa, parce que c'est l'école de la raison, de l'opinion, et ils ont aussi une tendance rationaliste sur le plan de l'kalam, de l'aqida ou de la théologie, notamment le mu'tazilisme, et ils vont aussi avoir beaucoup d'affinités où ils vont porter un intérêt considérable pour la philosophie. Donc ils vont commander des traductions. Donc il y aura toute une période qui est non négligeable de traduction des œuvres, des Grecs, en médecine, en astronomie, en philo, tout un mouvement de traduction qu'ils vont payer, qu'ils vont financer. Il y aura des mécènes. Ces califes étaient aussi des mécènes qui finançaient. Ça c'est une chose qu'il faut rappeler avec force, c'est la place des mécènes dans l'histoire de l'islam. Comment les mécènes venaient, mettaient de l'argent, et les gens qui avaient de l'argent, ils investissaient dans tout ce qui relève de l'ilm, parce qu'ils savaient que ce qui portait une civilisation au sommet, c'était la science. Donc on mettait l'argent dans la science. On n'hésitait pas à financer des recherches, à financer des démarches intellectuelles. Et ça, c'est ce qui a fait que, encore une fois, la civilisation musulmane a brillé. Et pourquoi toutes ces idées-là? Parce qu'à un moment donné, il y avait soit l'idéologie fatimide, donc chiite, qui avait son siège ou sa capitale au Caire, qui était là et donc il fallait la contrer. On avait soit un peu la tendance baténiste avec des relents de zoroastraïsme, etc. Et donc les Abbassides ont étudié cela pour contrer ça, justement. Pour contrer ça dans un premier temps. Et Al-Ma'moun, lui, on raconte, alors, les historiens sont très, comment dire, ils abordent la chose avec des pincettes parce que ça demande encore à être vérifié, mais il paraît que ce calife a fait un rêve où il voit Aristote. Dans son rêve, Al-Ma'moun, ce calife abbasside, voit en rêve Aristote. Vous connaissez le philosophe grec Aristote, disciple dissident de Platon. Et dans ce rêve, donc il lui demande qui es-tu? Il dit je suis Aristote. Et donc là, Al-Ma'moun dans son rêve lui pose la question qu'est-ce que le bien? Aristote répond le bien est selon la raison. Al-Ma'moun lui répond, toujours dans son rêve, et quoi d'autre encore? Il lui dit, et le bien selon la révélation. Et quoi d'autre encore? Il lui dit, il n'y a rien d'autre. Donne-moi un conseil. Une personne qui t'apporte de l'or, eh bien traite-la comme de l'or. Et sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, se termine le dialogue, dans son rêve. Et là, il se réveille et il comprend l'intérêt d'aller étudier ce philosophe, Aristote. Et en fait, ce rêve vient aussi répondre à une hésitation qui touche beaucoup de musulmans. C'est-à-dire, lui aussi, il y a la religion, mais est-ce que je dois étudier la philosophie? Parce que la philosophie peut-être contraint la religion. Est-ce que la raison passe avant la révélation? C'est des questions qui ont tourmenté les penseurs musulmans. Répondre à sa question, dire non, en fait, il n'y a aucun problème entre la raison et la révélation. Alors pourquoi il a dit le bien selon la raison et après la révélation? Est-ce qu'il devance, il donne la primauté à la raison avant la révélation? Non. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il a bien compris le calife. Il dit en fait, Allah a envoyé un message, une révélation à des gens disposés à la recevoir, à l'entendre. Donc pour qu'il y ait révélation, il faut d'abord qu'il y ait une raison pour l'entendre. Vous avez compris? Ça veut dire que si Allah donne une révélation mais il ne donne pas la faculté qui permet de l'appréhender, ça n'a aucun sens. La révélation ne concerne pas les animaux, ils n'ont pas la faculté pour la supporter ou pour l'apprécier. Donc il dit la raison, pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre
d'appréhender la révélation. Et il termine le rêve en disant « il n'y a qu'un Dieu », c'est-à-dire ça le rassure. Donc finalement, il n'y a pas de contradiction, puisque la philosophie ne m'empêche pas de croire en un Dieu unique. Donc là, depuis ce rêve, eh bien, suite à ce rêve, il va fonder, en 811, Baytul Hikma, la maison de la sagesse. Cette maison très connue dans l'histoire qui a fait aussi la gloire intellectuelle des musulmans, maison encore une fois où foisonnaient les sciences, le savoir, les recherches. C'est voilà, une grande institution intellectuelle dans l'histoire de l'islam, et en particulier dans la civilisation abbasside. Donc ça, une chose importante, donc, un rêve qui est à l'origine de cette institution, Bayt al-Hikma. Et ils sont devenus maîtres dans le domaine, les musulmans. Maîtres dans le domaine. Que va-t-il se passer? C'est que en Andalousie, que se passe-t-il? Savoir que quand il y a eu la révolution abbasside, quand les Abbassides eh bien, renversent les Omeyyades en 750, il y en a un qui parvient à échapper aux Abbassides. Vous connaissez peut-être tout ça. Il y en a un il s'appelle Abdrahman Ier. Il arrive à s'enfuir, à échapper aux mains des Abbassides. Il se dirige vers le sud de l'Espagne. Et le sud de l'Espagne, c'est participé du plan d'Allah. C'est comme si Allah avait préparé le plan déjà quelques années auparavant. Dans le sud de l'Espagne, il y avait déjà une présence musulmane. Grâce à qui a amené cette présence? C'est Moussa ibn Nusayr, avec le général Tariq ibn Ziyad. Et donc, il y avait déjà une présence musulmane. Donc lui, hop, c'est comme si Allah, en ouvrant l'Espagne par le biais de Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr, en fait, il préparait le plan à une civilisation qui allait émerger par la suite, subhanallah. Il préparait le refuge à Abdrahman Ier. Abdrahman Ier arrive là-bas, donc au début, il n'y aura que des émirats, puis c'est avec Abdrahman III, en 929, que va se fonder le califat de Cordoue. Donc Abdrahman III s'autoproclame calife, et sous Abdrahman III, il y aura aussi en Andalousie un engouement pour le savoir. Pourquoi? Eh bien pour rivaliser intellectuellement avec les Abbassides d'Orient. Donc on aura un islam d'Occident, un islam d'Orient. Et comme il y avait des voyageurs, les Abbassides d'Orient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parfois ils envoyaient des du'at, des prédicateurs, des propagandistes pour diffuser leurs messages. Ils arrivent en Espagne, sauf qu'en Espagne, il y avait, alors l'Andalousie, le contexte intellectuel est particulier. Pour quelle raison? Parce qu'en fait en Andalousie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait que les Malikites étaient plus ou moins, n'avaient pas leur place dans l'empire abbasside, parce que les Abbassides ont adopté comme doctrine d'État le hanafisme, le malikisme n'avait pas se sentait parfois persécutés, notamment pour leur position politique. Donc, l'idée c'était d'aller chez les Omeyyades et d'influencer le climat andalou jusqu'à devenir les savants, les juristes andalous, malikites, étaient devenus très importants, devenus incontournables, et eux servaient eh bien, de bouclier contre les idées qui venaient de l'Orient. Donc ce qui fait qu'en Espagne, contrairement en Orient, l'Espagne en fait était un terrain quasiment vierge. À part le christianisme et une minorité juive, l'Espagne n'était pas sous l'influence d'idées étrangères, les Perses, la tradition de l'Inde. Il n'y a rien de tout cela en Espagne. Contrairement en Orient, où il y avait un mélange de cultures. Et c'est pourquoi on le sent quand vous lisez un penseur musulman perse et un penseur musulman andalou, vous voyez tout de suite la différence. Ils n'ont pas subi les mêmes influences. Les musulmans d'Orient ont quand même été parfois affectés, touchés ou sont inspirés, influencés par toutes les idées qui étaient en vogue là-bas, dans cet espace géographique. En Espagne, il n'y avait rien de tout ça, et c'est pourquoi ils ont gardé un esprit un peu très pragmatique. Parce qu'il y avait d'un côté le malikisme qui est très présent, basé sur le droit, et donc dans le sud de l'Espagne, le stade culturel était resté quasiment le même qu'à l'époque des compagnons. Voilà, c'était les riwayas, c'est-à-dire la transmission, la tradition, les hadiths, les choses très classiques, très traditionnelles. Et les premières sciences qui sont rentrées en Espagne, mathématiques, logique, physique. Ce qui fait que quand tu mélanges le droit malikite avec les maths, la logique, ça donne un esprit carré, cartésien. Et c'est pourquoi les philosophes andalous ont développé plus un esprit, comme on dit entre guillemets, cartésien, que les philosophes perses ou abbassides qui étaient plus portés sur la mystique, l'ésotérisme. Il y aura tout un mouvement qu'on appelle al-Ishraqiyoun,
hein, les partisans de l'illumination, qui va trouver vraiment un épanouissement justement dans le monde oriental. Et donc, ici en Occident, sous Abdurrahman III, et surtout son fils Al-Hakam II, c'était un bibliophile. Il dévorait les livres, il commandait tous les livres, toutes les traductions, dès qu'il apprenait qu'il y avait une nouveauté, premier à se... Et il s'entourait des médecins, des mathématiciens, etc. Et en Andalousie, eh bien, le premier qui va faire rentrer la philosophie, après les maths, la philosophie est arrivée un peu plus tardivement en Espagne, après les maths, la logique, la physique, c'est Ibn Baja. Et il a écrit un livre qui s'appelle Tadbir al-Mutawahhid, la conduite du solitaire ou de l'isolé. C'est le premier. Puis après viendra Ibn Tufayl. Ibn Baja et Ibn Tufayl, malheureusement, sont des philosophes musulmans très peu étudiés. Et pourtant, Ibn Tufayl, c'est la classe sur le plan philosophique. Et Ibn Tufayl, il était très proche du calife de l'époque, Abu Ya'qub Yusuf, un calife de Al-Mu'ad, Al-Muwahhidoun, pour ceux qui connaissent un peu ces deux mouvements qui ont marqué l'Andalous après les Omeyyades. Donc on a eu le Murabitoun, et après le Murabitoun, il y a eu le Muwahhidoun. Et donc lui, il était très proche d'Ibn Tufayl. Et à un moment donné, Ibn Tufayl, il est avec ce calife, Abu Ya'qub Yusuf. Et là, Abu Ya'qub Yusuf lui dit, écoute, ce Aristote que nous avons, en fait, sa philosophie est très opaque. Pourquoi? Parce que l'Aristote qu'eux connaissent vient du monde oriental, c'est-à-dire des musulmans orientaux qui l'ont traduit, etc. Et parfois, c'était mélangé de philosophie, de théosophisme, un mélange d'ésotérisme, de sagesse grecque, bref, il y a une harira. Et donc, Abu Ya'qub Yusuf dit, voilà, c'est pas très clair. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un qui puisse nous résumer les idées d'Aristote, nous résumer les idées d'Aristote, nous les commenter et l'épurer de toutes les choses qu'on lui a faussement attribuées. Ibn Tufayl lui dit, j'ai l'homme de la situation. Cet homme va porter un projet idéologique, certes qui aura une répercussion scientifique, mais aussi politique. Ça va être le projet idéologique de l'Andalous. C'est épurer Aristote, nous donner le vrai visage d'Aristote. Regardez moi ce que je veux souligner ici en particulier, c'est les préoccupations des califes de l'époque. Il y en a un qui rêve d'Aristote et l'autre qui appelle à épurer Aristote. Rien à voir avec les dirigeants. Avant c'était de grands fournisseurs de savoir, aujourd'hui c'est des fournisseurs de pétrole. Là, ils fournissent rien d'autre. Et donc là en fait, que se passe-t-il? C'est que Ibn Tufayl, ce philosophe qui a écrit Hayy ibn Yaqzan. Vous connaissez, vous avez entendu parler, je vous recommande vivement la lecture. Ça traduit sous Le philosophe sans maître. Le philosophe sans maître. Très, très beau. Ce roman a marqué toute l'histoire occidentale. Et la plupart des philosophes européens après sont inspirés de ce livre-là, en particulier. Mais c'est très peu connu. Et donc, Ibn Tufayl lui dit, j'ai l'homme de la situation. Il lui ramène un jeune. Il le présente au calife, un jeune qui était très discret. Et là, le calife engage avec lui une discussion, avec ce jeune, et lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu penses, que disent les philosophes sur l'éternité du monde? Mais là, le jeune, il a peur. Il se dit, mais qu'est-ce qu'Abu Tufayl lui a dit sur ce propos? Moi, je ne sais pas ce que je dois répondre. Lui, il connaît la réponse, mais il avait peur que ce soit un piège, parce qu'à l'époque, la philosophie n'avait pas encore bonne presse. Les juristes malikites de l'époque, eh bien, s'était établi en bouclier pour contrer toutes ces idées, la philosophie, tout. Et on y reviendra sur cet engagement des fuqaha, notamment malikites en Espagne, parce qu'il y a des choses fausses qui sont dites à leur propos, on a tendance à les diaboliser. Donc là, il avait peur. Ça fait que le calife, il se tourne vers Ibn Tufayl, et là, il engage la discussion avec Ibn Tufayl sur l'éternité du monde, sur ce que... Et le calife se montre très savant dans le domaine. Maîtrise Aristote. Et là, le jeune, il est impressionné. Et comme le calife a mis à l'aise le jeune, il lui a montré que lui aussi s'intéressait à la philosophie, qu'il était passionné et qu'il avait bien étudié le domaine. Là, le jeune, eh bien là, il s'est lâché. Il a commencé à discuter avec lui. Et donc, le calife l'a chargé de commenter Aristote, de l'épurer. Ce jeune s'appelle Averroès, Ibn Rushd. C'est Ibn Tufayl qui l'a présenté au calife. Et depuis, Ibn Rushd,
est devenu el commentator, comme disent les Espagnols, le commentateur. C'est-à-dire que les Européens ont connu Aristote par le biais d'Averroès. Par le biais d'Averroès, c'est-à-dire que c'est lui qui leur a expliqué c'est qui Aristote. Et ce commentaire-là, encore une fois, il répondait à un projet civilisationnel. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est le commentaire d'Aristote, à son époque-là, répondait à un projet civilisationnel. Et la pensée d'Averroès, elle est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique. Le Aristote d'Averroès diffère du Aristote d'Avicenne, par exemple. Le Aristote d'Avicenne, il est un peu mystique, un peu ésotérique. Vous savez, Avicenne, c'est l'Orient, encore une fois. Mais pourquoi? Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, pendant des années, un livre circulait dans la civilisation musulmane, notamment chez les Abbassides, qu'on appelle la théologie d'Aristote. La théologie d'Aristote. Donc c'est surtout ce livre-là que les philosophes musulmans avaient sous les mains et qu'ils ont commenté, etc. Et donc en réalité, ce livre n'est pas d'Aristote. Ce livre est un livre qui appartient à un élève de Platon qui s'appelle Plotin. Ce qui fait que pendant des années, les philosophes musulmans commentaient Plotin et Platon en croyant commenter Aristote. Et c'est pourquoi le Aristote de Avicenne, des fois on dit mais il est bizarre, il est platonisé. C'est une interprétation platonisée d'Aristote, parce qu'ils avaient un livre apocryphe entre les mains, en tout cas qui était faussement attribué à Aristote. Et c'est Averroès qui va faire ce travail de déplatoniser Aristote. Tout ça, ça fait partie de... Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Alain de Libera, qui est un spécialiste de la philosophie médiévale, il dit en fait, ce qui est fort, c'est qu'à cette époque, à cette même époque au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge latin, chez les latins, vous avez un Abélard, par exemple un théologien, Abélard, qui était aussi logicien, qui connaissait un peu Aristote, qui débat avec un autre théologien, lui qui était plus religieux, plus attaché, on va dire, aux Écritures. Et donc il y avait un grand débat entre ce théologien et Abélard qui a dominé le siècle, ce siècle-là. Et Alain de Libera dit, en fait, il dit limite avec un sourire en fait déguisé sous ses phrases, il dit mais quand on regarde dans le Moyen-Âge latin le débat qu'il y a entre Abélard et le théologien, et qu'on se retourne de l'autre côté et qu'on regarde le débat qu'il y avait entre les philosophes musulmans, eh bien on se dit une chose, c'est que la philosophie en Europe était sous-développée, c'est-à-dire que c'était de la rigolade. Il dit Abélard, déjà, c'est à peine s'il a lu Aristote. Il n'avait même pas lu. Il avait lu 2-3 petits opuscules d'Aristote. L'autre théologien qui veut le contredire sur le terrain d'Aristote ne connaissait rien d'Aristote. Il dit, et à cette même époque, tu as Averroès qui te commente Aristote, tu as Ibn Tufayl, tu as Avicenne. En fait, il dit, mais finalement, c'était le... Donc en fait, dans le Moyen-Âge latin, c'est une expression qui est plus correcte que dire l'époque... le Moyen-Âge médiéval, etc. C'est l'époque, le Moyen-Âge latin, c'est plus approprié. Et donc là, il se dit, mais voilà, c'est incomparable. Et il va même plus loin. Il le dit texto dans son livre. Il dit, ce que les gens disent moins, c'est que les saint Thomas d'Aquin, vous savez, saint Thomas d'Aquin, c'est la grande figure chrétienne, hein, le grand philosophe chrétien du Moyen-Âge. C'est vrai que c'est une sommité, Il dit, mais saint Thomas d'Aquin, il a pillé les arguments, entre guillemets, volé les arguments de la philosophie arabe par le biais de Maïmonide, le guide des égarés. Le guide des égarés, Maïmonide, c'est un philosophe juif andalou qui était l'élève d'Averroès. Tout ce qu'il a appris d'Aristote, il a appris d'Averroès. Il dit, mais saint Thomas d'Aquin, il a pillé les arguments de la philosophie arabe, hein, pour servir son projet philosophique, mais ça... Et ça, c'est Alain de Libera qui détient il est mort il y a quelques années, qui détenait la chaire de philosophie médiévale à la Sorbonne. C'est pas n'importe qui, c'est une référence. La philosophie médiévale, c'était lui la référence en France, c'était l'autorité en France. Et lui, dans son livre, il prend clairement parti pour la civilisation musulmane. Et il a tout fait, une grande partie de son travail, c'était de réhabiliter la pensée musulmane. Et donc donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Mais que va-t-il se passer? C'est qu'à un moment donné, vous voyez, on voit que la philosophie elle bouillonnait, que ce soit chez les Andalous, que ce soit chez les Omeyyades andalous, par la suite avec les Al-Muwahhidoun, que ce soit chez les Abbassides. En fait,
ça bouillonnait, il y avait une concurrence, une rivalité, on rivalisait en termes de bibliothèque. Je suis content de voir ici qu'il y a une bibliothèque dans une mosquée. Parce que maintenant, ce que je disais à beaucoup de personnes qui ont des initiatives de projets de mosquée, alors souvent ils nous présentent leur plan et ils montrent, voilà, là on va faire tel étage, là on va faire des commerces, on va faire une piscine, on va faire un sauna, une salle de muscu, là on va faire, etc. Je dis, excuse-moi, elle est où la bibliothèque? Ah, la bibliothèque? Oh, on a 2-3 livres dans les étagères. En fait, il n'y a plus aucune place pour bibliothèque dans les mosquées. Normalement, une mosquée, après la salle de prière, une salle de bibliothèque, espace de travail pour accueillir les doctorants de la ville, les chercheurs, les étudiants, ceux qui sont en quête. Ça doit être les mosquées de Cordoue, de Bagdad, c'était des lieux de recherche, des espaces de recherche. Les gens venaient, des intellectuels, et ils venaient débattre, échanger. Il y avait du mouvement intellectuel. Là maintenant, hammam, jacuzzi, sauna, c'est bien aussi, je ne dis pas que c'est pas... Mais on voit les priorités ont changé. On n'est plus dans le même état d'esprit. Et donc ça, c'est dommage. Et qu'est-ce qui a porté atteinte, entre guillemets, à la philosophie? Alors, on accuse, vous savez, on accuse un personnage en particulier. On dit, avec lui, en fait, il a porté le coup de grâce à la philosophie. Et depuis, elle ne s'est plus relevée en terre d'islam. À votre avis, qui est ce personnage qu'on accuse? Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. On dit, il va porter... En fait, c'est mal comprendre Al-Ghazali. Très mal comprendre Al-Ghazali. D'ailleurs, même Averroès qui lui répond dans Tahafut, il le considère dans son livre, il dit « Mais le Ghazali reste l'un des nôtres ». C'est-à-dire en tant que philosophe. Il reste l'un des nôtres. Parce qu'en fait, il critique la philosophie. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de théologiens ont critiqué la philosophie. Des théologiens ont critiqué la philosophie, mais sur le terrain de la théologie, c'est-à-dire à partir de leur terrain. Tandis qu'Abu Hamid Al-Ghazali, son point fort, c'est qu'il a critiquer la philosophie sur le terrain de la philosophie. Donc il n'a pas critiqué, c'est le paradoxe, il n'a pas critiqué en tant que théologien, il a critiqué en tant que philosophe. Parce qu'avant d'écrire Tahafut al-Falasifa, l'incohérence ou l'autodestruction des philosophes, il a écrit d'abord un livre qui s'appelle Maqasid al-Falasifa, les finalités des philosophes. C'est un exposé. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il présente les doctrines et les idées des philosophes qu'il va critiquer. Mais dans ce premier, il se contente juste de les exposer pour dire que c'est une façon de dire voilà, ces personnes que je vais critiquer, d'abord bien m'assurer que je maîtrise bien leurs idées. Voilà. Il ne critique pas des gens qui ne maîtrisent pas. Ça arrive beaucoup des gens dans l'histoire des idées. Tu as souvent des personnes qui critiquent des gens qui n'ont même pas pris le temps de lire. Lui, il te montre qu'il les a lus, étudiés et maîtrisés. À tel point que ce livre, quand il a commencé à circuler, les Européens, ils n'ont eu que ce premier tome. Ils n'ont pas eu le deuxième, où il va refuter justement. Eh bien, ils pensaient que Abu Hamid Al-Ghazali défendait la philosophie. Il dit « cet homme est un grand homme parce qu'il fait la promotion de la philosophie ». Et dans le deuxième volume, il va critiquer les philosophes sur le terrain de la philosophie, mais sa critique aura des limites et Averroès aura raison sur beaucoup de points dans sa réfutation. Il aura raison sur beaucoup de points. Ça, c'est une chose. Donc, on dit qu'Abu Hamid a critiqué la philosophie, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Abu Hamid Al-Ghazali n'a pas critiqué la philosophie en tant que discipline intellectuelle, il a critiqué des idées philosophiques. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Lui, il critiquait des idées philosophiques qui sont venues affecter les croyances religieuses au point de conduire certains philosophes musulmans, notamment Avicenne, à l'hérésie. Lui, il considère Avicenne comme un hérétique. Il l'a même sorti de l'islam. Donc ce n'est pas la philosophie en tant que exercice de la raison dans son activité méditative, comme le dit Ibn Rushd à Averroès. Ce n'est pas la discipline, c'est des idées. Eh bien oui, ce n'est pas parce qu'il y a des idées juridiques extravagantes qu'il faut condamner le fiqh. On est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Dans le fiqh aussi, il y a beaucoup de dérives, je vous le dis. Dans le corpus de le fiqh, il y a des dérives. Est-ce que je vais critiquer le fiqh parce qu'il y a eu des juristes qui ont parfois un peu... Ils ne sont pas restés dans le cadre? Non. Ben pareil pour la philosophie. Oui, il y a des idées qu'il faut condamner. Évidemment, elles sont hérétiques. Les épouser, c'est renier l'islam. C'est une évidence. Ce sera pas le... Mais la philosophie, c'est une chose. Les idées philosophiques, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est pourquoi il faut bien relire le débat qu'il y a. Parce qu'en fait, c'est ce débat qui a induit les gens en erreur. Entre Ibn Rushd et Abu Hamid Al-Ghazali. Évidemment, par livre interposé, parce qu'ils ne se sont jamais connus. Ils ne sont pas le même siècle.
Donc c'est ce débat qui a induit. Donc pensez, voilà, Abu Hamid al-Ghazali a condamné les philosophes. Depuis, eh bien, la philosophie n'a plus trouvé d'espace d'épanouissement dans le monde musulman. Et ça, c'est. Mais ce qui est dommage, sauf il a fallu attendre le début du 18-19e siècle, quand le mouvement de Nahda, les réformistes, notamment Jamal Din al-Afghani, qui ont voulu remettre au goût du jour, au programme de l'éducation islamique, etc., la philosophie. Ils ont voulu la ressusciter parce que voilà, c'est la philosophie qui a permis à la civilisation musulmane de s'imposer dans le monde. Il a voulu. Et les musulmans, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte aussi qu'ils en arrivent à dominer intellectuellement, en l'occurrence le monde? C'est parce qu'ils ont su à un moment donné s'ouvrir aux autres cultures. Ils sont ouverts à la culture grecque. Ils ont su s'approprier leur sagesse, à étudier la science des autres. C'est cette ouverture intellectuelle. Vous savez, on reproche aux musulmans leur... Non, regardez, ils se sont ouverts. La Renaissance en Occident, elle a été possible que parce que les Occidentaux à cette époque-là ont cherché à se rouvrir à la tradition antique, etc. C'est grâce, en se réappropriant la tradition antique, encore une fois par le biais des musulmans évidemment, qu'ils ont pu connaître leur Renaissance et leur lumière, etc. Même s'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc voilà, c'est pour dire que l'ouverture, s'ouvrir, la philosophie permet de nous ouvrir. Mais comme le souligne bien Abu Hamid Averroès dans son livre Le discours décisif, que je vous invite à lire, ce discours décisif, c'est quoi? C'est une fatwa. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Averroès c'est un juriste malikite. Les gens l'oublient, c'est un juriste malikite. Il t'écrit un livre, Le discours décisif, c'est une fatwa, c'est un avis juridique. Ce n'est pas un traité de philosophie, c'est un avis juridique. Et il va statuer sur, en gros, la place de la philosophie en islam. Est-ce que c'est, pour parler de manière triviale, est-ce que c'est halal ou haram de philosopher? Ben, il faut juste lire sa fatwa. En fait, les gens, ils parlent d'Averroès, ils ont juste lire sa fatwa. Elle est très éclairante, elle est très simple à lire. Et il dit très clairement, lui, il conclut après, bien sûr, des arguments basés sur le Coran, les hadiths, l'histoire, etc. Il dit, mais la philosophie, si on considère tous ces arguments-là, en islam, non seulement elle est recommandée, voire obligatoire. C'est un fard. Pour lui, il dit fard de philosopher. Le fait de méditer sur la vie, sur les choses, sur le monde, sur la vie humaine, sur la société, c'est une invitation coranique. Donc c'est une obligation pour chaque musulman. Donc il va même critiquer Ghazali, mais avec beaucoup de respect, en disant qu'en fait, il va nuancer en fait la critique de Ghazali. Il veut dire finalement, Ghazali n'était pas contre la philosophie, il était juste contre certaines idées, ceux qui postulaient que le monde était éternel. Qu'il y avait la résurrection des âmes mais pas des corps. C'était ces idées-là qu'il condamnait et qui étaient attribuées à certains philosophes musulmans en l'occurrence. Donc ça c'est une chose. Pareil, Jalal Din al-Afghani, même si il y a à boire et à manger, en fait il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Jalal Din al-Afghani il a essayé dans son programme, dans son projet de réforme, alors lui c'est plus un révolutionnaire qu'un réformiste, Jalal Din al-Afghani. C'était un homme de terrain, c'était un homme, il a passé son temps dans les prisons, recherché par toutes les polices du monde musulman. Et donc c'est vraiment un homme, il était révolutionnaire, donc il est venu aussi en France et il a eu un échange avec le plus grand philosophe de cette époque-là, c'est la figure majeure française de cette époque, c'était Ernest Renan, qui a écrit le livre Qu'est-ce que la nation? Il ne va pas avoir un débat avec lui, il va avoir surtout un dialogue. Mais là, en fait, Afghani veut, d'un côté, il combat le colonialisme, il appelle au réveil du monde musulman, réveillez-vous et sortez-nous tous ces colons d'ici. Mais d'un autre côté, sur le plan culturel, il appelait le monde musulman à épouser les idées, leurs idées scientifiques, etc. Et ça, pour moi, c'est une erreur grave. Parce que c'est plus grave d'être colonisé par les idées que d'être colonisé par la terre. Et ça, je pense que c'est certainement à leur insu. Les réformistes ont fait parfois cette erreur à leur insu, parce que, comme je le dis souvent, en fait, les musulmans à cette époque-là, le monde musulman, était tellement sous l'effet de la fascination du monde occidental qu'ils n'ont pas pris le temps d'interroger les fondements épistémologiques de leurs idées. Ah, le progrès, la liberté, mais oui, c'est l'islam ça. Non, non, non. Leur idée du progrès n'a rien à voir avec celle de l'islam. Parce qu'on peut porter un autre regard. En fait, ça, ce que vous voyez là, c'est le triomphe ou c'est plutôt le début du déclin de l'Occident. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a Spengler qui avait écrit un livre sur la décadence de... À cette époque-là, il disait, voilà, l'Occident est en décadence. Là où les musulmans voyaient, waouh, l'apogée. Et ça, c'est... Et donc, épouser les... Donc, il a eu un dialogue.
Sauf que dans ce dialogue, ce qui est assez curieux, en fait, on a la réponse de l'Afghani, où en fait Ernest Renan il fait une conférence à la Sorbonne en 1833, c'est une conférence célèbre qui s'intitule L'islamisme et la science. À l'époque, l'islamisme, il ne faut pas l'entendre comme on l'entend aujourd'hui dans les médias. Hein. L'islamisme, c'est l'islam, la civilisation musulmane. Et la science. En gros, la thèse que Ernest défend dans cette conférence à la Sorbonne, qui donnera lieu à un écrit par la suite, c'est que l'islam est contre la science. Et qu'elle a toujours condamné la science. Et que si, ce qu'il dit dans son article, que si les musulmans ont connu un moment de gloire à une époque, ce n'est pas parce qu'ils étaient musulmans ou c'est parce que l'islam l'a encouragé, c'est surtout parce qu'ils étaient perses ou indiens, c'est leur culture et non pas leur foi. Et c'est pourquoi il a une approche raciale de l'histoire. Parce que la notion de race est très présente dans son article. Il dit voilà, mais les Avicennes et tout, c'est surtout parce que c'était des Perses, et les Perses étaient portés vers les sciences, pas parce que c'était des musulmans. Comment il a tourné la chose. Et donc il dit ça. Et Jamal el-Afghani, certes, qui voulait absolument défendre la philosophie, là, point d'interrogation, dans sa réponse, il dit, en fait, non seulement il approuve tout ce qu'il dit Ernest Renan, c'est pourquoi ceux qui considéraient, ils disent un débat entre Renan et Afghani, c'était pas tout à fait un débat parce qu'il n'y avait pas de débat, c'était pas argument contre argument, c'est limite un homme qui reconnaissait les thèses d'Ernest Renan. Alors on ne sait pas est-ce que c'était stratégique, une tactique politique, je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Et il va même jusqu'à dire oui, c'est vrai que l'islam, comme toutes les religions, ont un problème avec la science. Voilà. Et il va jusqu'à dire ceci, et il encourage la libre pensée, et que lui, il montre que oui, en effet, il faut que les musulmans, à un moment donné, s'affranchissent un peu de leur héritage, de tout ça, et qu'ils gagnent en autonomie intellectuelle. Et c'est pourquoi l'Afghani, à un moment donné, il est très ambigu, en fait. Son histoire est très ambiguë, parce que c'est un personnage qui paraît très contradictoire. Sauf que, parce que vous connaissez Mohamed Amara, grand intellectuel égyptien, c'est lui qui a édité l'œuvre de l'Afghani. Lui, il n'est pas de cet avis. Alors c'est pourquoi on se dit la réponse que nous avons de l'Afghani, en fait c'est une réponse traduite par un intermédiaire, parce qu'il y a un intermédiaire qui faisait l'échange entre Renan et l'Afghani. Donc lui, il le traduisait en français, l'autre en arabe. La réponse que nous avons, c'est la traduction de cet intermédiaire. Est-ce qu'elle a été faussée? Est-ce que Allah alam? Mais tout ça pour vous dire que eh bien, la réforme, même si ici elle a ses limites, elle a ses échecs avec l'Afghani, n'est possible qu'en s'ouvrant, en philosophant, en échangeant. Et il ne faut pas avoir peur de dialoguer en fait. Dire non mais pourquoi je vais lire tel auteur, pourquoi je m'intéresse à telle philosophie? Moi j'ai tout dans le Coran. Ça en fait c'est un prétexte pour justifier la paresse intellectuelle. Donc, il y a tout dans le Coran. Mais même le Coran te demande de réfléchir. Moi, ça, c'est le refuge de ceux qui veulent. Voilà, je ne veux plus. Tout est dit. Mais bien évidemment, là, on va être clair là-dessus. Philosopher, tel que nous l'entendons, nous, en terre d'islam, ce n'est pas la libre pensée. C'est deux choses différentes. La philosophie en islam n'a jamais été. En fait, maintenant, à l'époque moderne, la philosophie est surtout synonyme de deux choses en l'occurrence. C'est l'exercice du doute, douter de tout. Avec l'avènement de Descartes, c'est douter. Donc, philosopher, c'est remettre en question. Donc, le doute est la déconstruction. Déconstruire. C'est les philosophes modernes, notamment les plus récents, les contemporains, c'est l'art de déconstruire. Il faut tout déconstruire. Mais c'est trop facile. En fait, déconstruire, c'est une tactique intellectuelle qui te permet de paraître intelligent à peu de frais. Tu vois, quand tu dis on remet en cause, ah, il est intelligent, lui, original. Ça donne l'impression, tu vois, il remet en cause. En fait, c'est une façon de dire, moi, je ne suis pas un mouton comme les autres. Je ne suis pas un mouton, moi, je déconstruis, je remets en cause, ils n'osent pas le faire. Non, ça, c'est trop facile. Ça, c'est de la paresse intellectuelle déguisée sous un langage savant de déconstruction. C'est du vent. Moi, je vous le dis, c'est du vent. Et donc, le doute, la déconstruction. L'islam, c'est pas ça. L'islam te dit la réflexion, mais qui se fonde sur un sol cognitif très solide. Sur ce sol-là, la philosophie, c'est pas douter. Il y a d'abord le sol de la certitude, al-aqida, al-yaqin. C'est ça d'abord. C'est important de le souligner. Le sol de l'aqida, à partir de là, oui, tu peux méditer, réfléchir, interroger, t'ouvrir, lire, sans problème.
Mais dire que philosopher, l'acte de philosopher, c'est commencer par tout remettre en cause comme l'a fait Descartes. Allez, maintenant, lui, il arrive à un stade, il dit bon, maintenant, je vais remettre tout en cause. Tout ce que m'ont enseigné mes parents, mes enseignants, il a commis ce que j'appelle un infanticide philosophique. C'est-à-dire, il tue l'enfant qui est en lui. C'est-à-dire, tout ce que j'ai appris dans mon enfance, là, je remets tout en cause. Ma religion, Dieu, la foi, on reprend à zéro. On va fonder la connaissance sur de nouveaux critères. Il n'y a plus d'argument d'autorité. C'est comme ça parce qu'un tel a dit. D'un côté, c'est vrai. Voilà. Faut pas, mais il faut éviter deux extrêmes. Voilà. Et donc maintenant, depuis, la philosophie, c'est devenu ça. Tout remettre en cause. Et tu dois apprendre par toi-même. Et donc ton savoir ne repose sur rien, uniquement sur ce que toi, tu as appris de façon autonome. Mais ça, c'est un savoir très fragile, très léger, qui va, qui va vite te faire déraper. Qui va vite te faire... Donc, évidemment, philosopher, en islam, doit toujours être synonyme d'amour de la sagesse, porté vers la sagesse. C'est que moi, je me questionne, je médite, parce que je cherche tout simplement à mener une vie sage. Voilà. Khalas, ni plus ni moins. À mener une vie sage. Maintenant, si pour arriver à cette sagesse, eh bien, j'étudie, je lis, je me nourris des idées des uns et des autres, bismillah. C'est une ouverture, je m'ouvre parce que je cherche à mener une vie sage. Je ne philosophe pas pour briller en société, pour alimenter les conversations autour d'un café. Tu sais, les gens ils aiment bien, hein, entre eux ils citent Kant, Descartes, tu sais, Voltaire a dit. C'est du bavardage, ça c'est. Et donc, surtout, quand on est jeune, parfois il y a un engouement qu'il faut savoir maîtriser parce qu'on veut tellement toucher à tout. Lire ça et ça et ça et ça, il y a des modes qui sortent et je vais lire ça. En fait, ils veulent toucher à tout, mais à la fin, ils ne maîtrisent rien du tout. Ils ne maîtrisent rien du tout et c'est juste, en fait, ils lisent pour se mettre à la page, pour dire ouais, c'est bon, je connais, t'as cité, ouais, je connais, j'ai lu, il a écrit tel livre, bon, il a lu la 4e couverture, 2-3 pages, il te cite 2-3 phrases, il donne l'impression il connaît, tu vas un peu plus loin, il y a Hassan Meskin. Donc non, philosopher, la sagesse demande la maîtrise. Je m'attaque à un sujet, je l'approfondis, je confronte les idées, je lis tel auteur, ce que lui a répondu, et j'interroge les notions, les concepts, et je construis ici. C'est comme ça en fait. Et ça demande de la patience et du temps. Mais les gens n'ont plus le temps, c'est pourquoi ils picorent à gauche, à droite. Ils picorent des informations à gauche, à droite, et voilà, ils veulent se faire une philosophie. Alors que non, il faut prendre le temps, mais il faut se dire que la science, c'est un projet de toute une vie. Il ne faut pas se sentir, les gens quand ils étudient, on a l'impression chronométré. Non, t'as le temps, il n'y a rien, il n'y a pas d'examen à la fin, t'inquiète pas. Il n'y a pas de, c'est libre à étudier, c'est pour te nourrir. Toute science qui a pour but de te nourrir, t'as le temps. Oui, la science pour décrocher le bac et les masters et tout, ok, ça je comprends. Mais tout ce qui concerne ta propre vie, ton cheminement, ta sagesse, prends le temps. T'as lu un livre, finis-le. Et tout doucement, et voilà. Et vous allez voir qu'après on maîtrise. Après on a une science, on la maîtrise. On la maîtrise tellement qu'on n'éprouve même plus le besoin d'en parler. Les gens qui ont besoin de parler, en général, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas finalement. Ah. Tu n'as plus besoin. Parce que la maîtrise te permet de gagner en assurance intellectuelle. Tu as une assurance. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait la mission qu'on essaie de se donner maintenant, c'est de réconcilier les musulmans avec cette activité philosophique et même le savoir de manière générale, parce que c'est ça qui va permettre de redonner de la vie à la Ummah, hein, de créer ou de régénérer une belle civilisation et qui soit à l'image de la civilisation de l'époque, qui devienne le phare de l'humanité. Donc ça, il faut recréer cet engouement, il faut recréer des espaces, il faut multiplier ce genre de rencontres. Et donc voilà, c'est pourquoi je suis ravi aujourd'hui qu'on se soit réunis autour d'un thème comme celui-ci. Je vous avoue que moi, à chaque fois, j'appréhende, surtout quand c'est dans la philosophie, les gens me regardaient bizarre, me dire qu'est-ce qu'il veut Hada. Mais voilà, mais c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la philosophie, genre soyez tous des philosophes. Non, vous pouvez être médecin, avocat, chef d'entreprise, commerçant, tout ce que vous voulez, et vous cultiver, réfléchir, lire, étudier la philosophie. Les universités n'ont pas le monopole de la philosophie. Ça, il faut bien se mettre en tête. Wallahu alam, je pense que j'ai assez parlé. C'est Faisal, on va laisser la place au public. C'est courageux comme démarche, comme vous l'avez dit. Hein. Exact. J'aurais presque voulu finalement qu'elle prenne place dans la salle de prière, parce que symboliquement c'est fort. Symboliquement, ça aurait été intéressant. Ma question
Je vais essayer de faire le plus court possible. On parle souvent de choc des civilisations, surtout en ce moment. Huntington, etc., c'est des références qui sont à la mode. Pas trop chez nous, mais on est visé à travers celle-ci. Pourtant, finalement, quand on regarde en profondeur aujourd'hui, quel est notre projet civilisationnel? Quelle est notre proposition, ne serait-ce qu'une proposition sociétale? Et donc la problématique, c'est qu'on est complètement absent du monde des idées, à tel point qu'on en vient finalement à aller saisir des idéologies qui parfois sont absolument anti-islamiques pour mener nos combats, que ce soit le féminisme, que ce soit le développement personnel, hein, une démarche très particulière aussi, etc. La question est la suivante, et je m'arrête ici pour faire le plus court possible. Comment susciter finalement cette démarche-là, que ce soit dans la communauté de manière générale, et plus particulièrement chez nos jeunes, parce que j'imagine que ça se fera sur plusieurs générations. Très belle question, et ta réponse elle est très pertinente. En fait, c'est bien parce que ça me permet de préciser une chose. Quand on parle de philosophie, c'est pas pour pousser les musulmans à avoir une culture philosophique. Voilà, j'ai lu tel, et non. La philosophie, pour quelle raison? D'abord parce que c'est la mère de toutes les sciences. C'est la mère de toutes les sciences. Ça veut dire, toutes les sciences, maths, physique, histoire, tout ce que vous voulez, sont toutes porteuses d'une vision, d'une philosophie, d'une vision du monde. Et donc, étudier un domaine, c'est pourquoi nous en philosophie, par exemple à l'université, on avait une matière qui s'appelle la philosophie des sciences. C'est-à-dire qu'on étudiait par exemple les mathématiques ou la physique, mais d'en haut, c'est-à-dire voir quelle est la philosophie qui anime cette physique. Parce que la physique classique n'a rien à voir avec la physique moderne. La physique moderne, elles sont portées par deux visions du monde différentes. Mais ça, tu le comprends qu'en étudiant la philosophie. Donc, le fait d'étudier la philosophie, ça nous permet de nous situer sur le terrain de la vision. Apporter une vision, avoir une vision. Et être porteur d'une idée, comme il dit, d'un projet civilisationnel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de traverser une crise civilisationnelle. La civilisation moderne est en train de s'effondrer. Elle est en train de s'effondrer, elle est en train de signer son échec. Elle nous a illusionnés avec son faux prestige scientifique, technologique, etc., mais qui était fondé sur tout ça, basé sur du sable. Hein, c'était construit sur du sable. Aujourd'hui, c'est en train de donc une crise civilisationnelle. Et c'est une opportunité, justement, cette crise est une opportunité pour proposer un nouveau projet de civilisation. Et ça, pour proposer un projet de civilisation, une vision, il faut être sur le terrain de la philosophie. C'est là où les idées se façonnent. C'est là où on construit les idées. Et donc, oui, et ça aussi c'est une chose importante, quand on n'a pas d'idées, effectivement, tu l'as très bien dit, je ne le dirai pas mieux que toi, quand on n'a pas d'idées, on finit par se nourrir de l'idéologie des autres, étrangères. C'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a tellement un appauvrissement intellectuel, notamment dans la communauté musulmane, que les musulmans se mettent à épouser des idéologies un peu sous prétexte qu'ils y trouvent une empreinte superficielle de l'islam. Ils vont s'adonner à ça. Oui, mais c'est islamique parce que même en islam, il y a ça. Ils arrivent à trouver des parallèles, je ne sais pas comment ils font. Parfois, ils tordent le cou aux choses, aux mots, etc. Ils arrivent à leur trouver des... Voilà. Et donc, ils se mettent à épouser des idéologies très... Et ces idéologies sont tellement répandues et parfois bien ancrées dans l'esprit de beaucoup de musulmans qu'en parler aujourd'hui, en fait, il y a une dictature intellectuelle qui s'est imposée. Après, je vous dis tout de suite, il ne faut pas succomber à cette dictature, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Que les gens soient contents ou pas, c'est-à-dire qu'il faut oser penser. Hein. Ça, c'est une des... Même si je ne suis pas, on va dire, un défenseur des Lumières, loin de là, mais ils avaient un truc qui était intéressant, c'est oser penser. C'est leur slogan, ose penser. Même si ça va... Ça, c'est très important. Et donc, les gens épousent des idées comme ça, sans les interroger, ils ne prennent pas le temps de mesurer. Et moi, je me souviens qu'une fois, tu as cité un exemple, dans un séjour, on échangeait sur un problème de société, il m'est arrivé, mais vraiment d'effleurer comme ça, sans le féminisme. Et là, des sœurs, elles se sont emballées, et en fait, elles ne se sont pas rendues compte qu'elles se mettaient à parler d'une chose qu'elles ne maîtrisaient même pas. Elles étaient incapables de m'expliquer l'histoire du féminisme, son idéologie, ses différentes ramifications, la complexité de l'idéologie. Elles étaient incapables, c'est juste, ouais, les femmes... En fait, alhamdoulilah, à la fin du séjour, les choses sont déroulées, elles sont même excusées, donc très très bien, c'est bien passé avec le dialogue, tout ça pèse, alhamdoulilah. Mais c'est pour vous dire que c'est tellement ancré que
C'est très difficile d'en discuter. Et pas que le féminisme, hein. Tu vas parler de développement personnel, beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est quand on n'a pas quand on vit pas avec des idées, avec une philosophie, quand on n'est pas armé, eh bien oui, on devient une proie facile aux idéologies extérieures. On devient une proie facile. Et donc, c'est effectivement l'un des défis majeurs qui nous attend, c'est de penser un projet civilisationnel, d'avoir une vision. Hein. Mais ça, c'est un travail communautaire, ce n'est pas un travail individuel. Et l'erreur que commet la communauté musulmane depuis quelque temps, c'est qu'elle est toujours en attente d'un messie. En fait, la communauté musulmane est toujours quelqu'un qui nous défend, quelqu'un qui parle pour nous. Qui parle pour nous. Donc elle attend toujours quelqu'un, un sauveur. Non, en fait, ces projets-là ne doivent pas être portés par un individu. C'est un projet communautaire, tous ensemble qu'il faut porter. Ça demande de l'échange, du dialogue, des rencontres. Quelqu'un qui vient, qui prétend dire voilà, c'est bon, il faut se méfier de lui en premier. Parce qu'une vision, c'est complexe. Le monde est tellement complexe, tu ne peux pas, toi, tout seul, définir une vision qui va répondre à tout le... C'est impossible. Tu es un être humain, reste modeste, tu peux apporter un éclairage sur le truc, mais c'est un travail, vraiment, ça demande des espaces d'échange, de dialogue. Et ça, c'est un grand défi qui nous attend. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. J'espère qu'on sera à la hauteur. Ça va demander des années, comme tu dis. Voilà. Bien sûr, on est en plein dedans. Et je voulais dire aussi une question. Dans cette société de vigilance, est-ce que nos jeunes, ils ont de l'avenir? Nos jeunes à la jeunesse musulmane. Je vais répondre à la question. Est-ce qu'ils ont un avenir, quoi? Ils ont un grand avenir, machallah. Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais commencer par la deuxième, ensuite la première question. Si on regarde, si on observe les réseaux sociaux, je vous dirais qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils sont cuits. On en parlait dans la voiture tout à l'heure avec les frères. Ils étaient un peu en train de me faire l'état des lieux de ce qui se passe. Je me dis, là, c'est mort. On attend juste la revenue d'Aïssa. Mais quand tu es sur le terrain, je vous assure qu'il y a de très belles initiatives. C'est juste que c'est discret, ça ne fait pas de bruit dans les réseaux sociaux, mais il y a pas mal de personnes très, très dynamiques, qui sont assoiffées de connaissances, qui sont porteurs d'idées, énormément de jeunes. Maintenant, la seule chose, c'est de trouver une synergie, de mettre tout ce mouvement-là en symbiose. Mais ça, seule une vision pourra justement créer une interaction et une harmonie entre toutes. Mais alhamdoulilah, il y a de très belles choses dans la communauté, il ne faut pas, attention. Hein. Certes, il y a de quoi, c'est vrai qu'il y a de quoi aujourd'hui, quand on observe le monde, il y a de quoi avoir une part de, entre guillemets, pessimisme. Un musulman n'est pas pessimiste en vrai. Parce que le musulman, quand il observe le monde, si je m'en tiens aux lois qui régulent le monde, les lois économiques, sociologiques, historiques, oui, ben je vais creuser ma tombe direct. Il n'y a plus rien à attendre de ce monde. Mais alhamdoulilah, je sais que l'univers est aussi guidé par des lois métaphysiques d'Allah Ta'ala. C'est que voilà, tout n'est pas sous le contrôle des hommes et que le fait d'avoir un regard très pessimiste, c'est ne pas avoir une connaissance de la sagesse et de la puissance d'Allah Ta'ala. Donc nous on ne désespère pas, on sait que même ce qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement participe d'un plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à partir du moment où ça participe du plan d'Allah, je n'ai pas à m'inquiéter. Voilà, c'est son plan et c'est ce qu'il fait. Donc sur ça, alhamdoulilah, le musulman il reste optimiste. Mais même si on peut constater des choses qui nous interpellent, qui nous interrogent sur l'avenir de notre communauté, de nos jeunes, c'est vrai, il y a de quoi, mais je vous assure qu'à côté de ça, il y a de très très belles initiatives. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger progressivement, un peu partout. Je pense, il y a de très belles choses, il ne faut pas... ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Internet. Ne vous fiez pas. Et j'ai même envie d'aller plus loin, et je m'inclus dedans. N'attendez rien de ceux qui sont très visibles dans les réseaux sociaux et sur Internet. Parce que les choses vont venir d'en bas, de la communauté. Elles vont venir de là. Moi je vous le dis, c'est les gens que vous voyez qui parlent, etc. et qui... Il ne faut rien attendre. Voilà. Ça va venir, il y a des choses qui se font. On appelle ça parfois une révolution silencieuse.
C'est une révolution silencieuse et il faut lui laisser le temps de germer et de s'épanouir. Quant à la première question, c'était quoi? Ah oui, mais oui, on est en plein de... Là, attention, la colonisation n'est pas terminée, elle est à l'œuvre. Et elle est encore plus subtile, la colonisation intellectuelle, idéologique, elle est encore à l'œuvre. Et on le voit dans beaucoup de choses, ça veut dire que le colonialisme n'a pas cessé d'œuvrer. Ça, n'a pas cessé d'œuvrer. D'ailleurs, un exemple que j'avais donné en parlant de ça, vous savez, il y a eu un phénomène quelque temps, un phénomène de personnes influentes, entre guillemets, dans les réseaux sociaux qui, bon, j'aime pas parler de ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple, qui retiraient leur hijab publiquement. Alors, qu'une personne porte ou retire son hijab, elle a le droit, c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour aucun problème. Mais c'est pas ça, c'est pas le port du foulard obligatoire, pas obligatoire, c'est pas ça le sujet. C'est justement l'empreinte du colonialisme qu'il y a derrière. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ces personnes qui retirent leur voile sur la place publique. En fait, ça, c'est une attitude coloniale. Parce qu'en Algérie, c'est ce qui se passe, peut-être les Algériens connaissent bien l'histoire. En Algérie, du temps de la colonisation, les femmes des généraux, elles réunissaient sur la place d'Alger les femmes qu'elles considéraient être soumises à leur mari, etc. Et bien organiser des fêtes pour les inviter à se dévoiler sur la place publique. Mais je vous assure que c'est vrai, c'est dans l'histoire, c'est écrit, c'est connu ça. Et donc souvent des femmes ont été, et même les orientalistes et les colons, eh bien dans leur peinture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien ils peignaient des femmes dénudées. Parce qu'ils avaient vous savez, l'occidental, le colon, ne supporte pas qu'une chose échappe à son regard. Donc quand il arrive en Algérie, au Maroc, etc., il voit des femmes en hijab, ça l'agace. Pourquoi il faut que tu révèles ton corps. Et donc, on a commencé par les dénuder dans la peinture, dans la photographie. On ramenait des petites jeunes de 14-15 ans dans les hammams, en Algérie, au Maroc, etc. On leur demandait de se dénuder, on les prenait en photo. Et pareil, on ramenait les femmes en hijab et on les faisait passer, ces femmes-là, ces femmes des généraux, des colons, elles se faisaient passer pour celles qui allaient les libérer du joug de leur mari. Donc ces pauvres femmes, qui étaient souvent des paysans, etc., les pauvres, bon, elles suivent, elles ne comprennent pas trop. Donc elles suivent ces femmes qui leur vendent du rêve, une fausse liberté, et elles se mettent à retirer leur foulard sur la place publique, sous l'ambiance d'une fête. Et bien ce que font ces filles-là dans les réseaux sociaux, qu'Allah leur pardonne et qu'Allah nous guide tous, eh bien, en fait, il ne faut que reproduire un mécanisme colonial, mais de façon moderne. C'est tout, khalas. Ni plus ni moins. En fait, elles sont, à l'époque, c'était des femmes qui venaient chercher des femmes pour leur retirer le foulard. Aujourd'hui, ça ne se fait pas physiquement, ça se fait idéologiquement. C'est des femmes qui sont tellement sous la pression idéologique d'une culture, la culture française, une pression, eh bien, et une pression en même temps qui leur vend une fausse liberté. Et donc on te dit que la liberté, l'émancipation est synonyme de, voilà, c'est en fait, moins tu t'habilles, plus tu es libre. Pour dire les choses de manière triviale. Et donc en fait, c'est sous cette pression idéologique que certaines sœurs ont subi. On finit par se dévoiler, croyant être libre, etc. Donc c'est surtout, attention ici, pour bien me faire comprendre, je pointe du doigt ici un phénomène colonial qui reproduit de manière moderne à travers les réseaux sociaux. Mais qu'une sœur qui porte ou qui retire le hijab, elle fait ce qu'elle est à son droit. Attention, on n'a pas de jugement à porter, chacun son cheminement personnel. Wallahu alam. Intervention. Ouais. J'aurais une petite question. En fait, vous avez donné nos conseils de philosophie. Et si on veut le faire, vous avez parlé par exemple de jurisprudence. On a des guides, on a des cadres. On sait ce qui est bon, pas bon. La philosophie, on n'a pas de référentiel. Aujourd'hui, on veut faire comme d'autres sciences islamiques. On parle du tasawwuf par exemple. On a un référentiel sans lettres. On sait les dérives, etc. Mais la philosophie, tout à l'heure, vous nous avez dit telle idée est hérétique. Nous, qu'elles sont lancées, c'est même sur le philosophie, comment on fait? Parce qu'il n'y a pas de cours de philosophie islamique. Voilà. En fait, là, tu as mis le doigt sur un besoin criant. C'est-à-dire que tu mets le doigt sur un vide. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que les musulmans n'ont rien proposé là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le travail est à faire.
Ça veut dire qu'il faut proposer aujourd'hui des supports, un substrat, une science qui va permettre d'orienter, de former, d'initier les gens à la pratique de la philosophie. Oui, ça c'est un programme éducatif il faut s'y atteler. Oui. On a une explosion du fiqh, de la jurisprudence, oui. les réseaux sociaux, sur Internet, etc., à travers les différents indicateurs de la philosophie. C'est ça, malheureusement. Mais bon, après, faut pas désespérer. Je pense que, alhamdoulilah, ce n'est pas trop tard. Et peut-être que c'est le moment opportun. Peut-être que dans le plan d'Allah, ça a été décidé que ce soit maintenant. Allah alam, il faut toujours garder un regard métaphysique sur le monde qui est le nôtre. Mais oui, ça, là, il y a un vrai travail, un vrai programme à développer sur ce terrain-là. Mais dans ce cas-là, c'est un frein, c'est la philosophie, parce qu'on n'ose pas y aller. Il y a personne. En attendant, oui. En attendant, il faut. Non. Alors, en attendant, ça ne veut pas dire qu'il faut. Il existe des ouvrages. Attention, il existe des ouvrages très bien qui vont donner de bons outils, etc. Mais à partir du moment où vous avez votre aqidah, vous connaissez les principes de la foi, etc. Je pense que c'est suffisant comme filtre pour tout de suite revoir ce qui est à prendre, ce qui est à manger. Ça suffit comme filtre. Après, pour approfondir, pour aller plus loin, là oui, il faut un vrai programme, un programme qui va permettre vraiment d'en faire une science et de l'inculquer aux musulmans. Mais si quelqu'un a vraiment une aqidah, il a une certitude et qu'il a bien assimilé les principes de sa foi, je vous assure qu'il n'a pas à s'inquiéter. Et c'est pourquoi souvent quand j'évoque mon expérience avec la philosophie, une fois j'ai dit à un de mes collègues qui était prof de philo à l'époque, mais voilà, qui a connu une autre trajectoire, je lui ai dit, moi je n'ai jamais mieux compris ma religion qu'après avoir lu Nietzsche. Et là il a flippé. Il a dit Nietzsche, celui qui a dit Dieu est mort, l'athée, le fou, enfin tous les préjugés autour de Nietzsche. Bref, mais en fait non, ça m'a. Certes, il a dit des choses qui sont contraires à notre religion, à Aqidah. Déjà, il nie l'existence de Dieu. Khalas. Mais, c'est ça la philosophie, c'est que tu peux trouver chez cette personne quelque chose qui va une clé, il va te permettre une ouverture intellectuelle, dire ah mais un déclic, ça c'est vrai, maintenant en fait je comprends mieux ma religion, je la comprends mieux, et ça je l'ai compris qu'après avoir lu Nietzsche, parce que sa critique de la religion, lui il critique la religion, il a ses raisons parce qu'il a son contexte, etc., mais sa critique elle m'a servi. Parce qu'elle m'a permis de reconsidérer certaines idées que j'avais de ma religion et donc de les approfondir. Maintenant, je lis Nietzsche avec beaucoup plus de recul. Je lui dis, Mské, le pauvre. Et Nietzsche, par exemple, un homme de science disait, lui, en vérité, il avait de belles dispositions spirituelles. Ça aurait pu être un très grand mystique. D'ailleurs, dans mon dernier livre, je consacre toute une partie à ses idées, à sa vie. En fait, il aurait pu être un grand mystique. Mais il est né trop tard. Oui, celui-ci. L'homme face à la mort de Dieu. Il est né trop tard, dit cet homme de lettres. Il s'appelle Chion. Il est né trop tard. Alors que lui, en écrivant l'œuvre, il se dit « Moi, je suis né posthume. » C'est-à-dire, je vais être compris plus tard. Je suis né trop tôt. Lui, il pensait qu'il était né trop tôt, Mskin. En fait, non, il est né dans un contexte qui est le contexte de l'athéisme par excellence. Le 19e siècle, c'est le siècle de Marx, de Freud, de Nietzsche, de tous les défenseur de l'athéisme. Donc tu n'es pas né au bon moment, entre guillemets, on s'est bien compris. Donc voilà, ça ne doit pas vous empêcher de lire, parce que ce qui est aussi riche quand on étudie tous ces auteurs-là, hein, même des auteurs dont on rejette catégoriquement les idées, chez chaque auteur ou dans chaque doctrine, vous allez vous surprendre en train de dire une chose. Mais subhanallah, on retrouve ça dans l'islam. En fait, chacune de ces doctrines philosophiques contient un aspect de l'islam. Et c'est la preuve que l'islam, c'est la religion de la synthèse. En fait, eux, ils sont intéressants dans le sens où ils ont su approfondir un aspect qu'on retrouve dans notre religion. Certains vont mettre en avant l'importance, par exemple, de la réflexion, etc. D'autres vont mettre l'accent sur l'action, l'engagement, d'autres sur l'éthique, d'autres sur la... Et en fait, tout cela, on retrouve dans l'islam. C'est pourquoi à chaque fois, vous allez trouver quelque chose d'islamique. Mais c'est juste qu'eux ont épousé une partie de la sagesse et pas l'intégralité. Et l'intégralité, pour l'épouser, il faut passer par la foi en Mohammed, parce qu'il est le maître des sages. Voilà.